Cette salle consacrée à Marie-Louise, impératrice des Français, concentre des œuvres singulières, notamment cette peinture porcelainée sur verre qui donne la clé, en ce sens que est représentée l'union de l'Empire français et de l'Autriche sous le regard de l'Europe, représentée assise sur son animal emblématique qu'est le cheval. L'heure est à l'union. Et cette union des deux puissances, la dynastie toute récente qu'a fondée Napoléon Bonaparte et la dynastie séculaire des Habsbourg d'Autriche, est exprimée, redoublée par l'union de cet angelot et de ce génie, avec à l'arrière-plan les armes de l'Empire français, au premier plan celles des Habsbourg, cet aigle bicéphale, redoublé par le cordon de la Légion d'honneur et le collier de la toison d'or. L'heure n'est plus au déchirement, ce lion de la force a rentré ses griffes, et une victoire plane venant couronner la France d'une couronne de laurier à l'antique. Sa trompette broche sur une colonne lotiforme où n'apparaît que deux noms de bataille, Pyramide en Égypte en 1798 et Iéna, l'écrasement de la Prusse, en octobre 1806. Nulle part n'apparaît l'Autriche. Autriche, adversaire continu depuis Valmy en 1792 jusqu'à Wagram en 1809. Et cette ellipse de l'Autriche montre bien que cette œuvre, dont nous ignorions tout, qui, lorsqu'elle est apparue sur le marché de l'art, on s'est dit mais de quoi s'agit-il? On ne connaît pas d'équivalent de peinture porcelainée sur verre. Ça n'est pas un maître verrier, mais un porcelainier qui l'a réalisé, peut-être Dagotti. C'est une œuvre inouïe par son iconographie, et la force de l'iconographie suffit à établir que c'est une œuvre authentique, et c'est une œuvre inouïe par, c'est un incunable de l'art, de la Renaissance, on va dire du vitrail, de la peinture sur verre. Un des fruits de la campagne de souscription publique des Sèvres pour Fontainebleau est l'entrée dans les collections de cette coupe hémisphérique ornée de deux scènes, les préparatifs d'un côté et la course de chevaux au Champ de Mars. Cette pièce inouïe nous a été offerte par Aurignac Finance, dont le mécénat a été décisif pour permettre à cette pièce de rester en France. C'est une pièce inouïe, très astucieuse. Sa forme même reprend celle d'une coupe antique et renvoie à la forme du trophée qui est remis au vainqueur de la course. Et elle repose sur une sous-coupe d'un diamètre inouï et d'un raffinement et du travail de l'or et de la pose des couleurs. C'est un chef-d'œuvre de la manufacture impériale de Sèvres, offert aux étrennes de 1812 par l'impératrice Marie-Louise à la comtesse de Montalivet, une de ses dames du palais, restée en France, patrimoine sauvé, grâce au mécénat d'Aurignac Finance. Cette salle, Adieu et exil, à l'ombre de l'empereur déchu, rassemble de nombreux éléments. Les adieux de Fontainebleau, le 20 avril 1814, les 100 jours, quand Napoléon essaie de rejouer la partie face à Louis XVIII et pour finir est vaincu à Waterloo, l'exil de son fils en Autriche, qui n'est plus roi de Rome, qui aurait peut-être été prince héritier de Parme et qui est titré en 1818 duc de Reichstadt par son grand-père maternel François Ier d'Autriche. Enfin, l'exil des Bonaparte et le dernier de tous, Jérôme Napoléon, survivant sous le Premier Empire, sous le Second Empire, et sorte de relique vivante, légitimant le pouvoir de son cousin Louis-Napoléon, devenu Napoléon III. C'est le portrait d'une inconnue.
d'une inconnue jusqu'à récemment, car sœur Marthe était connue en 1814. Sœur Tourière au couvent de la Visitation à Besançon, elle est laïcisée de force par les lois anti-monastiques de l'Assemblée constituante en 1790, quitte son habit religieuse, reste avec quelques-unes de ses consoeurs à s'occuper de charité envers les pauvres, les blessés et les prisonniers étrangers. Et parmi ces prisonniers, il est des Autrichiens, des Prussiens, des Russes qui deviendront aides de camp de leurs souverains respectifs, si bien que en 1814, quand ces souverains entrent dans Paris, ils font deux choses. Un, ils s'abouchent avec Talleyrand, bien évidemment, et deux, ils écrivent à sœur Marthe pour la remercier de son dévouement. Son neveu la représente, portant de nouveau son habit de religieuse, portant cette croix de visitandine renfermant des reliques, et puis des médailles et décorations de l'ordre du Lys, pour dire que en 1814, à la faveur de la restauration des Bourbons, eh bien, c'est de nouveau l'alliance du trône et de l'autel. Dans ce musée Napoléon Ier, qui est un musée plurivoque, où l'on donne plusieurs points de vue, on a à la fois le point de vue des bonapartistes, aussi bien que le point de vue des royalistes, exprimé par ce portrait de sœur Marthe, offert par un descendant collatéral, Dominique Brianchon, et son épouse, Sophie Vazeille. Ce tableautin, né du pinceau de Moses, représente Napoléon Ier en exil sur l'île de Sainte-Hélène. Peu d'années auparavant, il était juché en impérator romain au sommet de la colonne de la place Vendôme, d'où il est jeté bas en 1814. Et là, Moses saisit le rocher de Sainte-Hélène pour en faire le socle ou la nouvelle colonne de cette personne morte en 1821, qu'il représente en 1824. C'est donc un des incunables du légendaire hellénien. Pourquoi cette œuvre campant Napoléon à Sainte-Hélène est-elle présentée au musée Napoléon Ier du château de Fontainebleau, alors que c'est la vocation du musée national de Malmaison d'évoquer l'exil à Sainte-Hélène? Pour une raison toute simple, c'est qu'elle permet deux échos. D'une part, ce même Moses qui peint ce tableautin en 1824 est, en 1812, le premier pinceau de l'atelier de Girodet qui exécute l'immense Napoléon en souverain justicier et qui porte au crayon de bois à l'arrière du châssis Moses I. Et d'autre part, c'est ce même Jean-Baptiste Moses qui, dans ces mêmes années, en l'occurrence 1817-19, peint pour la galerie de Diane au château redevenu royal de Fontainebleau la grande œuvre centrale qui est Henri IV équestre, tige de la maison de Bourbon, dont les lys refleurissent en France et singulièrement à Fontainebleau en 1814-1815. Et donc pour nous, c'est l'occasion d'offrir aux visiteurs, dont le parcours commence par le musée Napoléon Ier, d'offrir un écho avec la suite de l'immense parcours palatial en cette maison des siècles, et qu'il faut aux visiteurs courageux une bonne journée pour arpenter. Le musée Napoléon Ier vient d'être reconfiguré au premier étage de l'aile Louis XV, qu'on appelait aile neuve sous l'Empire. L'étape suivante, pendant quelques années, est le redéploiement de l'ensemble des collections au deuxième étage, incluant désormais le deuxième étage de cette même aile. Dans cette aile, au début de l'Empire, était abritée
l'école spéciale militaire qui fut transférée à Saint-Cyr en 1809. Puis elle reçut des appartements de prince au premier étage et au deuxième des appartements de suite pour des personnes de rang moindre. L'ambition de ce projet est immense. Tout est à faire, la restauration matérielle du lieu, des travaux de type monument historique, et pour cela l'État français mettra en place les crédits nécessaires, et aussi bien sûr le rassemblement d'objets de collection pour nourrir le propos, sachant que le propos est ambitieux. Ce qui est sûr, c'est que le logiciel qui est la France et l'Europe sous l'œil et dans la main de Napoléon permet d'enrôler énormément de choses, d'être fidèle à ce nom de musée Napoléon Ier comme concepteur de son système selon ses propres termes, et que nous sommes très soucieux d'évoquer une large embrasse qui aille de la personne du souverain au peuple français, à ses citoyens devenus, ses concitoyens devenus ses sujets. Tous les concours sont les bienvenus, que ce soit de la part de collectionneurs privés qui se montreraient généreux ou d'institutions nationales auprès de qui nous solliciterons des dépôts pour ce musée si particulier qui est à la fois l'institution de référence mondiale sur le personnage Napoléon et en même temps le musée de synthèse sur le Premier Empire. À cette œuvre collective, chacun peut concourir, fût-ce modestement, à l'aune de ses moyens. Merci de concourir à cette œuvre commune. Ce projet extrêmement ambitieux présente plusieurs atouts. La rigueur du logiciel et la netteté du propos, et en l'occurrence l'ambition même du propos qui paraît un obstacle insurmontable sera le gage de sa réussite. 2. Son emplacement inouï au château de Fontainebleau, dans cette aile neuve, ainsi l'appelait-on sous l'Empire, qui, regardant vers le sud, offre la plus belle vue d'Europe. Ce livre, Napoléon, l'art en majesté, présente rien moins que 88 œuvres inédites et renouvelle complètement le regard que l'on peut jeter sur la geste napoléonienne. La couverture révèle le propos, le portrait officiel de Sa Majesté l'Empereur, né du pinceau de Gérard, présenté dans un lieu marqué par Napoléon et qui est le seul au monde à comporter encore une salle du trône qu'il a voulu et connue.